Peut-être d'abord dire un mot de ce que Vincent nous a dit tout à l'heure, du scopique que permet la consultation par vidéo et de l'effet d'immédiateté que ça peut engendrer à certains moments. Je m'interroge par rapport à ça, c'est-à-dire au possible détour pervers de l'utilisation de la caméra interposée, ce qui est encore tout à fait autre chose que la consultation au cabinet en face à face. Le silence, je m'est venu tout à l'heure l'idée qu'il fallait qu'on fasse attention à ne pas oublier que Freud a instauré un dispositif analytique avec un analysant allongé sur le divan et un analyste en général assis sur son fauteuil derrière lui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du scopique qui est squeezé, tranché, éliminé pour permettre justement l'émergence de tous les petits à côté de la consultation que l'on a tous noté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a, on entend un souffle, voire un reniflement, voire quelque chose qui est pris par le patient pour un endormissement, à tort ou à raison d'ailleurs. Mais voilà, mais tous ces effets en marge et qui très souvent ne sont pas nommés. Alors au téléphone, ça a été beaucoup plus compliqué. Je me suis rendu compte, je ne l'ai pas fait exprès, mais je me suis rendu compte que j'étais dans l'écoute de ce que me disait la personne, mais je relançais aussi la conversation et je laissais beaucoup moins s'installer un silence, beaucoup moins qu'au cabinet où je crois que je n'aurais pas... j'aurais pu laisser quelqu'un aller jusqu'au bout de sa pensée, y compris quand il y a des blancs pendant la consultation. Ce que je faisais moins en téléconsultation, et donc aussi, je crois que j'insistais pour que les gens puissent revenir en présentiel dès que ça leur semblait possible. Quelle affaire quand même ce silence, quoi. Je pourrais pas dire le silence, mais peut-être les silences. Et on travaille avec les silences en consultation. Et là, les appels téléphoniques ont fait résonner les silences encore différemment. Il y a le silence qui est élaborant, peut-être celui que tu as évoqué, c'est-à-dire un silence où on entend que quelque chose est en mouvement. Il y a le silence angoissant, le silence peut-être celui qui serait à reprendre enfin les consultations, si on passe d'un mode de consultation par rencontre, enfin en présentiel comme on dit maintenant, à un mode par appel téléphonique, et si d'emblée, et si on avait l'habitude de commencer par un silence, de laisser place à quelque chose qui pourrait naître dans la consultation au début, et si là au passage avec le téléphone on commence d'emblée avec ce silence, il peut y avoir un chamboulement et peut-être une certaine angoisse qui n'est pas en l'occurrence élaborante. Je pensais à la phrase de Camus qui dit que l'absurde, qui parle de l'absurde, vous savez, l'absurde naît de la confrontation entre l'appel de l'homme et le silence déraisonnable du monde. Il peut y avoir aussi dans le silence quelque chose d'extrêmement absurde, c'est-à-dire renvoyer trop brutalement à l'insensé, à l'absurde de la condition, de notre condition, n'est pas toujours, je crois, souhaitable. Si c'est pris dans un certain lien, dans une certaine élaboration, et alors ce silence qui pourrait venir et renvoyer à un certain absurde du non-sens peut avoir avoir une fonction.
Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, ce silence renvoyé trop brutalement et mais face à un vide, des fois insupportable, qui peut très bien mener à une fin en fin de suivi. Hein. Ça, c'est pas, ou alors à une confrontation, et c'est peut-être pareil, à sa propre subjectivité, de manière trop brutale. Hein. Euh, on a souvent entendu cette phrase, il ne me dit rien, elle ne me disait rien, enfin, et comme avec et alors je suis plus revenu. Alors on ne sait pas, il faudrait voir ce que ça veut dire pour chacun, mais il y a des fois aussi d'être confronté d'emblée à sa propre, je disais subjectivité, mais ou alors peut-être à son propre manque ou à son propre point d'absurde. Oui, pourquoi pas. Et peut être insupportable. Et cette situation-là qu'on a connue, je crois, du fait de ce bouleversement des repères, nous a mis déjà dans cette situation-là. Hein. Ce que j'avais trouvé aussi de très intéressant, autant pour moi que pour les patients que je pouvais écouter, c'est face à cette sidération, hein, si on emploie ce mot, en tout cas à cette perte de repères, il y avait comme, enfin, ou peut-être pas comme, mais il y a une manière très singulière de répondre à ça. Et émerge dans ce petit temps entre le chamboulement et la réorganisation des messages qui sont très singuliers. C'est-à-dire que c'est un phénomène collectif où il y a des réactions collectives, mais il y a aussi des réactions individuelles très singulières qui viennent dire quelque chose de soi. Hein, de la manière dont on réagit à ce moment-là, ou alors dont on ne réagit pas, ou ce qui vient. La sidération est peut-être aussi, pas la sidération traumatique, hein, je ne parle pas de cette sidération, je parle d'une sidération qui est un moment d'interruption, qui laisse place à un message, notre propre message, qui peut nous apparaître à ce moment-là si on est prêt à l'entendre. Mais de confronter l'autre d'emblée à son propre message peut être insupportable. Et donc, il y a un maniement du silence. Voilà, il y a un maniement du silence qui a toute son importance. Oui, moi, ça me paraît vraiment important de souligner ça. Et mon micro, oui, vous m'entendez, hein, oui. On le sait bien que le silence et utiliser le silence est une manière comme ça de laisser le sujet confronté à lui-même, y compris à sa petitesse, voilà, une dimension, Noémie l'a dit tout à l'heure, sans micro, mais on peut le dire, il y a une dimension de castration, et une dimension de régression, il y a une dimension. Donc, c'est aussi permettre que là aussi, c'est une question de miroir, ça renvoie à cette question de tout à l'heure, hein, c'est nos dispositifs est un dispositif de miroir où chacun peut se voir, mais peut-être justement un peu autrement. Et voilà. Et sauf que narcissiquement, il faut quand même que ça soit vivable et supportable. Et moi, je vois difficilement au téléphone la possibilité d'être à même de faire ça, je dirais, correctement. Et ça me paraît vraiment délicat. Et donc, par prudence, ça m'est arrivé un petit peu, hein, de pratiquer aussi le téléphone. Par prudence, je pense qu'il y a beaucoup moins là aussi, je pense qu'on est un peu amputé, entravé un peu dans nos capacités plus larges à mener les choses, et par prudence, par précaution, parce que à commencer, notre but est quand même de ne pas laisser partir les gens encore plus mal que quand ils sont venus. C'est-à-dire que si on les fait aller assez loin, voire même à les confronter un petit peu leur petitesse, leur médiocrité, notre médiocrité, quoi. Je veux dire, pas, hein, donc voilà, nos erreurs, nos manques, etc. Il faut pouvoir avoir l'occasion de les récupérer et narcissiquement de restaurer un peu quelque chose. Moi, je pense que par téléphone, ça me paraît vraiment compliqué.
une patiente, par exemple, que je continue à suivre sur un mode psychothérapie en téléphone, parce qu'elle est étudiante, elle est partie ailleurs. D'ailleurs, elle va de nouveau partir. Elle a demandé à ce qu'on poursuive. Je n'ai pas dit non. Et je vois, et ça dure depuis plus d'1 an, hein, et je l'ai au téléphone toutes les semaines. Ça a son utilité et sa fonction, mais un peu comme disait Raymond tout à l'heure, on peut pas non plus penser que c'est équivalent au travail qui pouvait avoir lieu précédemment. Mais il y a une poursuite, il y a une continuité de quelque chose, et tant que ça a du sens, je pense que ça a vocation à se poursuivre, mais pour moi, c'est un petit peu différent. Donc, voilà, je trouve que c'est quand même plus compliqué au téléphone de pouvoir cerner jusqu'à quel point c'est supportable pour le patient de s'entendre dire ou vivre telle et telle chose, ou de nous, et aussi nos interventions, de quel effet on peut avoir sur lui, nos interventions, nous manque le corporel là qui nous permet de saisir un peu les effets d'interprétation, les effets de... Donc là encore, on touche aux limites. On touche aux limites de ce travail-là quand on n'a recours qu'au téléphone, je trouve. Il y a des silences qui génèrent de la présence, si je puis dire, et il y a des silences qui appellent l'absence. Et je pense qu'au téléphone, c'est quelque chose de fondamentalement ambivalent. Et c'est complètement différent en présentiel, dans la mesure où vous pouvez être silencieux en tant que thérapeute et néanmoins soutenant par votre silence. Là où au téléphone, ça génère, je pense, rapidement de l'angoisse. Voilà. D'où peut-être, a posteriori, je le réalise maintenant, quelque chose qui s'est fait intuitivement de ma part, de ne pas laisser des silences, en tout cas pas trop longs, s'installer au téléphone. Et donc de soutenir finalement une conversation, mais une conversation, c'est encore autre chose qu'un travail de la personne quand elle est là en thérapie, hein, et où du coup le silence fait partie intégrante du travail. Je voudrais reprendre une question qui a été posée par écrit par un participant. Voilà la question. Lorsque le jeune en attente d'attention a besoin de vous parler, pensez-vous que la téléconsultation peut répondre à ce besoin dans le temps ? Alors, je ne sais pas si vous avez envie de réagir, mais je pense quand même que la parole est au cœur de notre travail et de notre travail thérapeutique. Et autre question que ça pose aussi, c'est la question du transfert. Alors, je crois que Vincent, tu as envie de réagir. C'est aussi la question des patients qui ne sont pas dans la ville où on est, qui partent pour des besoins personnels à l'étranger, etc., et avec lesquels une nécessité de continuer à converser, à travailler, se pose. Voilà, donc, est-ce que la téléconsultation peut répondre à ce besoin ? Vincent, j'avais l'impression que tu avais envie de répondre. Peut-être Raymond d'abord ? Raymond, ok. Moi, je pense qu'il faut accepter éventuellement pour des premières consultations, quelqu'un s'adresse à vous par téléphone. Ou alors en vidéo, je ne sais pas, je n'ai pas l'expérience, hein, mais par téléphone, parce qu'il a peut-être besoin de ce moyen-là pour entrer en communication avec vous. Quitte à ce que, alors si ça arrive, ça puisse évoluer vers le présentiel aussi rapidement que possible. Mais peut-être qu'il y a besoin de cette porte à demi ouverte, hein, qu'est la téléconsultation au début. En tout cas, moi, je me suis dans ma pratique toujours refusé à ne pas avoir la personne concernée au téléphone pour une première prise de rendez-vous.
Et ça arrive, ma foi, très souvent, que madame prenne un rendez-vous et puis tout d'un coup, vous vous apercevez au bout d'1 ou 2 minutes que c'est pas pour elle, c'est pour son mari. Alors, en général, je dis, mais c'est parlé, votre mari. Hein. Ah ben oui, il est à côté de moi, je vous le passe. Elle dit, non, 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 vous ne me le passez pas, je raccroche et qu'il me rappelle s'il veut. Hein, bon, voilà. Et que ça commence comme ça, quoi. Là, c'est clair que Doctolib, pour ne pas le nommer, dont on a parlé tout à l'heure, voilà, ça ne sert à rien de faire un forcing. Jusqu'à quel point c'est très pratique. J'ai pu l'utiliser aussi, mais dans ma pratique, jamais je vois pas l'intérêt. Mais c'est un vrai, oui, c'est une vraie dérive un petit peu. Et là aussi, on se retrouve amputé de quelque chose. La prise de rendez-vous, évidemment, est importante. Donc, et on voit bien que se dit déjà, se saisit et se dit beaucoup de choses à ce moment-là, de qui appuie le pourquoi et comment. Enfin voilà, donc ça restera essentiel. Moi, je voulais juste dire aussi quelque chose que finalement on n'a pas du tout abordé encore, mais qui est en lien avec la question qui a été posée, qui est la question de l'écrit aussi. Moi, pendant ce moment particulier du confinement, et il a fallu réinventer un peu notre pratique, la place de l'écrit a été beaucoup plus importante. C'est-à-dire l'écrit au sens de vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez aussi me l'écrire. Et j'ai eu pas mal de patients qui ont aussi utilisé ça. Et c'était une façon, on va dire, de maintenir les choses à distance. Là aussi, pour cette question de convention dont on parlait tout au début, pour une patiente, il a fallu que je lui dise, il ne faut pas m'écrire forcément tous les jours, ou en tout cas, elle n'allait vraiment pas bien. Vous répondez pas, vous en foutez de moi, ça veut dire que là, bon, on était parti assez loin. Je lui ai dit, à un moment donné, on a reposé le cadre là aussi. Je lui ai dit, je ne répondrai jamais à tous les messages, mais peut-être essayer à un moment donné, de m'écrire et sur un ensemble, si vous m'écrivez tous les jours, j'en prendrai connaissance, pas forcément tout de suite, j'en prendrai toujours connaissance, mais j'y répondrai pas forcément parce que j'aurai pas forcément à y répondre. Il a fallu un peu que je resitue ça, là encore, que je fasse rentrer ça dans le cadre qui serait notre cadre de travail à peu près, quoi. Et ça n'a pas si mal fonctionné que ça. Mais c'était un peu chaud. Transsensoriellement, c'était un petit peu chaud, hein, parce qu'elle avait eu tendance à me considérer effectivement comme quelqu'un qu'on pouvait solliciter. Voilà, ça a été même assez loin. À m'envoyer des photos d'elle en train de se scarifier. Il a fallu à un moment donné clairement arriver à construire les choses, parce que ça a pu aller assez loin. Et là aussi, ça a été à mobiliser l'image, dans cette fonction un peu d'exhibition, mais aussi d'effet double dont je parlais tout à l'heure, hein, parce que c'est pas la même chose de recevoir une image de scarification et avec quelque chose de plus ou moins profond. Pour vous dire tout ce qui s'est passé pour cette jeune, c'est que j'ai juste appelé, j'ai fini par appeler le 15 en disant, ben voilà, moi j'ai ça. Et ils se sont débrouillés avec les flics pour savoir aller la trouver. Moi j'avais juste un numéro de téléphone et ça, et puis elle est hospitalisée. Hein. Et après, du coup, j'ai été la voir à l'hôpital. Moi, je suis vraiment... j'ai fait ce que j'ai pu pour elle, mais entre-temps, après, les choses ont passé. Mais ça a été, elle allait trop loin, et c'était à moi de rester disponible, mais pas non plus H24, de lui dire aussi qu'elle avait pu aller trop loin à certains propos, dans certaines façons de propos, en disant vis-à-vis de moi, etc., ou dans cette façon de provocation dans laquelle elle pouvait être éventuellement, et qu'il y avait peut-être une autre façon de dire aussi sa souffrance et d'appeler à l'aide, et ça, etc., etc. Tout ça a pu se travailler, et les choses ont plutôt pas trop mal évolué. Mais c'est parti de cette idée qui était peut-être une erreur, mais enfin, en tout cas, je pense que ça lui a été utile, c'était parti de cette idée de vous pouvez quand même aussi m'écrire,
et qu'elle a trop bien saisi et qu'il a fallu remettre un peu, recadrer, je dirais, le secondaire. Néanmoins, l'écrit semble avoir été le vecteur pour elle de son appel à l'aide. Oui. Et ça a marché. Plus l'image. Bon. C'est plus Après, l'image. La BD. Courrier des lecteurs. Oui, pour moi, il y a aussi eu quelque chose de, sans aller peut-être dans les extrêmes dont en parlait Vincent, il y a eu quelque chose de nouveau dans la mesure où j'ai quand même dû envoyer pas mal d'ordonnances et d'arrêts de travail par mail pour les différents patients, ce qui fait que du coup, il y a plusieurs dizaines de patients au minimum qui sont retrouvés avec mon adresse mail. Et moi qui n'avais pas l'habitude de travailler par mail avec mes patients, avec des confrères, si, évidemment, mais pas avec les patients, je me suis retrouvé avec souvent pas mal de retours, avec des questions, voilà, pas d'ordre thérapeutique, mais plutôt d'ordre administratif. Et oui, la Sécu, elle n'est pas d'accord pour mon invalidité, etc. Mais comment je fais, etc. Et bon, auquel j'ai répondu, mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y a, et toujours actuellement, une relative inflation de ces demandes. Donc, quand c'est possible, je ramène des personnes en disant, mais on en parlera lors de vos prochaines consultations. Et il y a comme ça quelque chose qui est finalement sympathique, qui participe certainement aussi du transfert, que de prendre de son temps pour répondre à une question concrète, mais voilà, enfin, il y a quelque chose de nouveau là qui s'est mis en marche, et je pense que c'est peut-être certainement irréversible, à savoir que nous sommes joignables non seulement à la consultation, mais aussi par téléphone, mais encore par adresse mail. Voilà. Mais oui, quelque chose s'est déplacé, à glisser du côté de la réalité, et peut-être à nous aussi d'accompagner les patients. Ça dit quelque chose du transfert, mais et le transfert imaginaire et la présence du thérapeute imaginaire, dans la crise suicidaire, dans plein de moments, on sait jouer avec, et c'est-à-dire comment peut-être le redéplacer de quelque chose qui s'est déplacé dans la réalité à quelque chose qui peut se redéplacer sur le versant imaginaire. Là, on voit bien la manière dont effectivement ça a glissé. Tu le décris bien, Raymond. Moi aussi, j'ai par exemple eu des SMS ou à minuit le soir, à 7h le matin, alors réveillée par et dans cette période confinement, post-confinement, où effectivement certains, oui, on voit bien comme les choses ont un peu glissé. C'est peut-être maintenant à nous de faire ce travail, de le réaccrocher sur d'autres plans. Parce que laisser glisser dans la réalité, je suis pas sûre que ça délivre. C'est pas seulement une question de confort par rapport à nous, mais je suis pas sûre que ça délivre le patient, c'est-à-dire de solliciter tout le temps dans la réalité. Ça, au niveau psychique aussi, modifie le fonctionnement. Et du coup, je ne suis pas sûre que c'est quelque chose qui soit forcément aidant à moyen ou à long terme. Attends, excuse-moi, mais est-ce que ça n'est pas une question finalement qui ne concerne pas que la téléconsultation, que le téléphone? C'est-à-dire, il me semble que c'est aussi une question qui peut se poser dans le cadre d'un travail thérapeutique présentiel, dire poser une question, qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire sur tel ou tel sujet? Je crois que c'est beaucoup plus large, ça interroge beaucoup plus largement notre pratique. Et puis c'est poser des jalons, aider le patient par rapport à ses propres ressources. L'exemple, par exemple, d'une crise suicidaire, on est le psychiatre du patient, mais moi je suis pas disponible 24 heures sur 24, et c'est normal, c'est la vie. Mais du coup, habituellement, voilà, on donne les numéros des urgences, on donne d'autres possibilités, d'autres moyens de recours dont ils se saisissent ou pas, et dont le simple fait que ces moyens de recours existent déjà opère quelque chose symboliquement et leur permet autre chose, un ailleurs. Et effectivement, c'est dans le même, peut-être dans la continuité de ce travail qu'on faisait déjà sur d'autres à d'autres moments, mais de maintenant repenser les choses par rapport à ça. Oui, il y a Raymond.
Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est en jeu du côté de à côté de la couture, de la castration, comme ça a été dit tout à l'heure, et de la continuité, comme on parle de continuité des soins, mais peut-être aussi de continuité de la demande. Et bon, peut-être qu'on a, en tant que thérapeute aussi, à être convaincu que le patient ne va pas forcément se foutre en l'air parce qu'il nous a dit qu'il était traversé par des idées suicidaires. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, au début de ma pratique, c'est quand un patient, un jour, alors que je partais au mois d'août, 3 semaines en vacances, et un patient qui n'était pas bien, m'a dit, mais il était vraiment angoissé, vous pensez que j'arriverai à passer ces 3 semaines? Et je l'ai raccompagné à la porte et je lui ai dit, mais oui, bien sûr. Voilà. Épisode tout à fait banal auquel je n'ai plus repensé. Sauf que quand il est revenu, il m'a dit, mais vous ne pouvez pas savoir ce que le regard que vous aviez à ce moment-là et le sourire que vous aviez quand vous m'avez dit, eh oui, bien sûr, moi je n'y pensais absolument plus, ça m'a soutenu pendant ces 3 semaines-là de votre absence. Et donc, voilà, je me dis qu'il y a des choses que, évidemment, on ne peut pas le faire exprès, mais il y a des choses qui passent dans les à côté qui sont importantes. Oui, Vincent? Oui, ça renvoie à cette question de la continuité, la question du transfert, la continuité de notre travail, de soutien, de présence, d'écoute, qui n'est pas du H24, mais finalement qui oui et non, quoi. C'est présentiel qui n'est pas H24, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas pour les patients qui peuvent effectivement être suffisamment soutenants, en tout cas, sans être du H24. Et pour nous, il faut, effectivement, en tant que professionnel, il faut effectivement pas qu'on soit dans le H24, comme tu l'as dit toi. Toi, tu avais un peu oublié. C'est pour lui que c'était important que ça soit soutenant et présent, et heureusement pour toi ça ne l'était pas, parce que sinon on implose, quoi, donc ça c'est quand même important, cette question de la continuité, la discontinuité. C'est pas tout à fait exactement la même question que la question du silence, mais ça a à voir un peu avec ces questions-là. Et donc je trouve ça assez intéressant. Je voulais juste dire aussi que dans cette période-là, beaucoup de professionnels se sont un peu inquiétés avec le fait d'avoir à utiliser ces outils-là, et le téléphone, et ça. Personnellement, mon point de vue personnel, ou ma façon de faire personnelle, c'est de dire, de toute façon, moi j'ai un téléphone, j'utilise mon téléphone. De toute façon, c'est déjà comme ça que je faisais auparavant, d'ailleurs, parfois de les rappeler avec mon téléphone, avec mon 06. Du coup, ils ont mon 06, et voilà, à la marge, à part quelques personnes comme ça, et où il faut recadrer, justement, peut-être, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucun problème particulier depuis le temps que je pratique. Ça fait quand même maintenant une vingtaine d'années que je suis installé aussi. Donc, et autres, voilà. Donc, pas d'excès particulier, et de se craindre légitime, crainte d'intrusion que pouvait avoir tel et tel professionnel, en disant, mais voilà, moi je tiens à ce que ma vie privée soit clairement différenciée, protégée, et différenciée du cadre professionnel, etc. Ce qui n'est pas possible totalement, je pense, mais qui est nécessaire malgré tout, sans qu'il y ait une étanchéité totale, mais qui est nécessaire, tout à fait important pour tout le monde, autant pour nous que pour le patient. Mais voilà, moi j'ai trouvé, j'admettrais tout à fait que les gens veuillent faire autrement. D'ailleurs, des gens à la période Covid ont dit, bon, moi je prends un autre téléphone. Dominique Mastelli, au moment du Covid-psy et tout ça, il a dit, moi je fais comme moi, j'ai été chercher un nouveau téléphone, j'ai un autre numéro, comme ça avec Covid-psy, j'ai travaillé à Covid-psy avec un autre téléphone, quoi. Comme ça c'est dédié à ça. Pourquoi pas? Personnellement, je fais autrement, et ça tient, quoi. C'est pas, voilà. Peut-être que c'est aussi une manière, c'est lié à la manière de faire tout court, d'emblée, et et d'essayer de maintenir quand même un cadre de travail. Voilà. Bon. Martin? Oui, dans ce que tu dis, il y a aussi
de manière très personnelle, c'est-à-dire ce avec quoi on est à l'aise. Et je trouve que ces consultations nous ont aussi confrontés à ça. Est-ce qu'on est à l'aise avec le téléphone? Est-ce qu'on est à l'aise avec le silence? Est-ce qu'on est à l'aise avec la consultation tout court, hein? Et le fait d'être à l'aise ou à la fois permet et à la fois empêche. C'est comme le cadre. C'est-à-dire si vous faites quelque chose, enfin la consultation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise, alors soit c'est l'effet peut-être de ce qui se passe dans cette consultation et du coup ça indique sur ce qui est en train de se dérouler, mais si vous repérez surtout si vous faites de manière contrainte, je ne sais pas, une consultation par téléphone et dans laquelle vous n'êtes pas du tout à l'aise, je ne sais pas quels sont les effets de ça. Hein, Ou alors pour le dire autrement, moi j'ai remarqué très fortement que j'avais pas le même plaisir à travailler. Pas le même plaisir. J'ai trouvé d'autres intérêts. J'ai essayé de travailler autrement. J'avais peut-être cet intérêt à essayer de continuer à donner du sens à ces consultations et à m'efforcer à ce que ça ait du sens. Mais le plaisir n'était pas le même. Et ça m'a révélé ça aussi, c'est que il y a du plaisir aussi à recevoir les gens. Et alors quel est l'effet de cela? Je dis plaisir, là peut-être qu'on pourrait aller vers la question du désir, mais c'est encore une autre affaire. Vous voyez mais c'est pas seulement, ça peut être porteur, enfin cette affaire de plaisir, mais aussi ça peut empêcher. Tout comme le cadre permet et le cadre empêche. Permet certaines choses, empêche d'autres. Et donc c'est là où on voit aussi, et le plaisir permet, mais aussi empêche. Ce que je veux dire, permet à l'autre de peut-être d'être entraîné dans quelque chose où il peut développer une affaire qui le concerne, mais aussi peut-être l'empêche des fois à pouvoir élaborer quelque chose. Et là, ça pour moi c'était évident au téléphone, des patients que j'avais vus avant et puis que j'ai eu ensuite au téléphone, certains ont été plus empêchés par téléphone et d'autres plus autorisés. Et donc ça a révélé d'autres phénomènes, c'est-à-dire dans quelle mesure quelque chose dont je ne me rendais pas compte du tout avant, la question de ma présence ou la question du regard était quelque chose qui inhibait, hein, mais qui est pas, là je dis ma présence, mon regard, c'est pas la mienne, c'est à la place à laquelle on me met. Hein. D'un seul coup, le fait que c'est juste enfin c'est plus qu'au téléphone, cette affaire un peu sur Moïse tombe et l'autre parle autrement. Vous voyez, enfin, il y a plein de choses comme ça qui ont été, mais qui restent pour moi aujourd'hui extrêmement à l'état d'expérience. Je ne saurais pas trop dire ce que je peux en tirer. Et c'est peut-être aux patients aussi de dire ce qu'ils ont pu traverser à ce moment-là. Et sur Moïse dans les deux sens, il y avait une question par rapport aussi, je ne sais pas si on en a parlé, mais du retour sur image, du fait, dans le cadre de sa pratique, d'avoir un retour sur notre propre image. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on le gère, comment on le négocie. Ça a forcément un impact sur le lien, sur l'ajustement qu'on peut avoir par rapport aux patients. Donc, ça aussi, tout à coup, ça nous renvoie quelque chose de beaucoup plus d'inhabituel. On a rarement un retour sur notre propre image dans la vie, sauf les situations classiques de on passe devant une vitrine et tout à coup on est saisi par notre propre image. Et là, comment à la fois cette forme presque de diffraction entre la part qu'on va donner aux patients et la part qui sera toujours un petit peu, qu'on aura toujours un petit peu sur nous-mêmes. Là aussi, c'est une nouveauté. Dans le fond, Martin et Julie, vous abordez une question qui est fort compliquée, qui est la question du transfert et du contre-transfert dans ce type de dispositif. Voilà. Mais je pense qu'on n'a pas fini d'y réfléchir à cette question-là. Je crois que Raymond voulait parler.
Oui, je crois que la question de l'image et de sa propre image, hein, et du rapport à sa propre image, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et en ce qui me concerne, je crois que c'est quelque chose que j'ai besoin de laisser à l'autre, hein, c'est-à-dire de ne pas avoir mon retour sur image. Hein. Et ça me rappelle trop ce que je constate assez souvent. C'est-à-dire quand je sors de mon cabinet de consultation pour aller chercher le patient suivant en salle d'attente, j'ai le couloir qui mène à la porte de sortie et à côté de la porte d'entrée ou de sortie, comme vous voulez, il y a un miroir. Hein, et il m'arrive assez souvent de surprendre un patient psychotique à 95% en train de se scruter dans le miroir. Hein. Je dis donc voilà, du coup, moi j'ai pas envie de me regarder. C'est mon visage, il appartient à autrui à ce moment-là. Je dirais non, là, on touche à des choses essentielles hein, sur les questions d'image. Je pense qu'il faut être, pour faire ce travail-là, tranquille avec sa propre image, pour pas trop en être, voilà, comme tu dis, à la limite, je laisse ça à d'autres à ce moment-là, pour pouvoir justement s'occuper des autres et d'être préoccupé par sa propre image. Quoi. Ça, c'est sûr que c'est une notion importante et que ça permet d'avoir une certaine sécurité et d'être réellement disponible. Parce que ce qu'on voyait tout à l'heure, ce qu'on discute depuis tout à l'heure, c'est cette question-là, hein, de à quel point je suis disponible et indisponible à certains moments. Il faut que le patient accepte ces données-là, pas être dans une disponibilité psychique. Et en termes de disponible, c'est une chose large, hein, y compris psychique. Donc vous savez très bien qu'il y a des moments, cette disponibilité psychique, elle est pas à 100% ni 150% H24 non plus. Bref, elle est. Mais d'essayer d'être le plus disponible sur le temps et de tenir un peu là aussi l'engagement de cette qu'on a vis-à-vis de le patient, d'être disponible quand on s'est engagé à l'être. Bon. Il y avait des questions de Laurence Bandel sur ces différentes questions, sur la question plus clinique, et il y a aussi des questions plus de formation et ce genre de choses. Je voudrais dire aussi que tout ce qui a été mis en place un peu dans l'urgence du fait du confinement Covid, etc., a chamboulé aussi beaucoup les formations. Preuve, on est aujourd'hui là où on fait du Zoom plutôt que du présentiel, mais ça va bouger beaucoup notre pratique. Hein. Et ça aussi, ça c'est plutôt dans le travail institutionnel. Comment cette part du à distance et du vidéo va persister, quelle place on va lui faire parmi les autres choses. Mais pour ce qui est de répondre à cette question plus précise d'une formation, d'une reconnaissance et tout ça, à ma connaissance, il n'y a pas de guide de bonne pratique encore établi de la téléconsultation, il ne me semble pas. En tout cas, dans le champ de la santé mentale. Il y a des recherches qui ont déjà commencé. Enfin, la téléconsultation, depuis à peu près les 2000, ça fait presque, ça fait 20 ans, il y a des recherches qui sont lancées sur la question des… Ton micro est branché ? Oui. Okay. Le micro est branché, oui. Sur la question des téléconsultations. Oui. Voilà, donc je pense que dans le post-Covid, ces recherches vont faire un bond assez important. Voilà. Oui, mais de là après aboutir un peu à un guide de bonne pratique, je pense qu'on n'en est pas encore là. Il y a une question sur les recommandations de l'HAS et effectivement, oui, de Laurence Bandel. Et il y a un guide, des recommandations de l'HAS qui date de 2019. Et il y a également le syndicat des psychiatres français qui a fait un mémo sur les téléconsultations, mais ça c'est vraiment plus avec des conseils très pratico-pratiques par rapport au logiciel, par rapport à tout cela. Et il y a également la conférence nationale des présidents de CME qui date du 24 avril 2020, où il y a également des recommandations. J'en profite juste pour répondre à cette question un peu plus sur l'aspect un peu plus des recommandations.
une augmentation des consultations au moment de la période du confinement. Je crois que ça dépend vraiment du moment. Au départ, en tout cas, non. Il y a une, comme le disait Martin et d'autres, une forme de sidération un petit peu. Là où on voit vraiment une explosion des demandes de consultation, en tout cas du côté ado, c'est depuis le mois de septembre. Il y a eu un rebond 15 jours après le déconfinement, et puis et pendant tout l'été, il n'y a pas eu de ralentissement, alors qu'on a souvent une diminution, notamment au mois d'août, même si c'est vrai que ces dernières années, je dirais le creux de l'été est beaucoup moins marqué, mais depuis début de septembre, je veux dire, la secrétaire du Campa, on a tous les jours des demandes et des demandes de suivi qui sont très importants. Au niveau psychopathologie, il y a quand même une augmentation de tout ce qui est plutôt un petit peu trouble du comportement, mais voilà, qui s'explique par le confinement, le fonctionnement en vase clos. Du côté des adultes, puisque je travaille au centre psychotrauma, une augmentation notamment des situations de violence conjugale notamment. Et là, pour ce qui est un petit peu du côté psychopathologie, on a beaucoup plus de demandes de consultation pour des situations dites de phobie scolaire. Et là, c'est un peu trop tôt pour vous faire un retour sur, au niveau psychopathologique, à quoi ça correspond. Est-ce que c'est plutôt du côté dépressif, plutôt du côté des symptômes anxiophobiques? C'est trop tôt pour le dire. En tous les cas, des demandes de consultation dites de phobie scolaire ou de phobie sociale. Donc là, une difficulté à effectivement à ressortir ce que tu disais également. Et une question, est-ce qu'en libéral et du côté des adultes aussi, il y a eu cette augmentation de demandes de consultation, voire de pathologies, recouvrant des pathologies? De nouvelles consultations? Oui. En ce qui concerne. Mais par de nouvelles pathologies? Non, de demandes de nouvelles consultations qui recouvraient des pathologies. Est-ce qu'il y a eu une augmentation? Non, pas. Ce que dit Julie, c'est que du côté des adolescents, depuis la rentrée, mais tu disais aussi que le creux du mois d'août, septembre était beaucoup moins marqué. Est-ce que du côté des adultes aussi, c'est pareil? Voilà. Non, mais on n'a pas assez de recul, mais c'est vrai qu'il y a eu cette idée-là que dans l'effet un peu traumatique, post-traumatique, décalé, comme ça, c'était ça qui était un peu évoqué, avec l'idée comme ça qu'il allait y avoir peut-être pas tout de suite au décours, mais un peu après, recrudescence de troubles anxieux, dépressifs. Je pense qu'on n'en sait trop rien de ça. À mon avis, c'était plus. Il faut savoir que certaines personnes ont particulièrement apprécié le confinement. Ça existe aussi. Un adolescent, j'ai adoré le confinement. Voilà. Donc, et pour d'autres, c'était effectivement particulièrement anxiogène et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une recrudescence réelle, anxio-dépressive de ça? Je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, moi, je serais vraiment prudent sur l'idée que on va, parce que c'est sorti, ça, au cours de cet été, tout ça, il va y avoir, on va être submergé de troubles psychiques, etc. Bon, je suis pas convaincu. Par contre, juste une chose, sur l'aspect, comme l'a dit Julie, je suis tout à fait confirmé. Je veux dire qu'à la fois, donc Campa, bien sûr, là, mais MDA, libéral, une explosion de troubles anxieux type phobie scolaire. Là, je peux vous dire, il n'y a pas photo. Explosion des demandes du CNED et aussi de difficultés plus ou moins intenses liées à l'école. Et là, clairement, je dirais, il faut réfléchir à la relation entre le contexte actuel, bien sûr, mais aussi ce qui s'est passé avant, qui a participé à créer
ce que j'appelle moi une sorte de surconfinement. On parlait tout à l'heure du confort d'être chez soi, etc. peut-être, ou en tout cas un renforcement de le côté anxiogène que peut avoir le collège, le lycée, etc. Mais on en est là clairement, je veux dire, l'augmentation est telle qu'on peut dire déjà dès maintenant dire qu'il y a clairement un effet. Donc, mais ça, on est du côté des pathologies, on va dire, anxieux-dépressives, anxieuses chez les jeunes, et qui ont quand même, voilà, pour beaucoup, été en difficulté pour ce qui est de la scolarité. Hein. Je veux dire, ça, c'est un effet notable. Hein, quand on disait, est-ce qu'il y a eu des effets pendant psychopathologiques, on l'a bien vu que pour certains, pas du tout, et pour d'autres, pour les familles, ça a été très difficile, quoi, de se retrouver confinés, à devoir faire l'école à la place de l'école, etc. etc. Bon, des choses qui ont déjà été dites. Hein. Oui, par rapport à cette question, il y a des situations d'urgence que nous avons rencontrées, mais il y a une autre question qui est beaucoup plus insidieuse et extrêmement délicate à situer, je crois, c'est celle de quel est l'effet aussi du discours ambiant dans lequel nous sommes. Et là, il y a des réponses variées, hein, mais par rapport, il n'y a pas seulement le confinement, il y a l'après-confinement et il y a l'actuel. Hein, et quel effet le discours dans lequel nous sommes pris, médiatique, politique, social, peut avoir sur tout un chacun. Et ça, cette question, je n'ai pas de réponse. C'est évident qu'il y a un lien entre l'individuel et le collectif, mais ce sera les temps à venir qui nous permettront d'essayer de rendre compte de ces effets singuliers, mais liés au discours collectif dans lequel nous sommes pris. Et est-ce que la clinique en sera modifiée? Et ben ça, je crois que c'est les prochains temps qui nous le diront. Les prochains temps, c'est même les années à venir. Parce que regardez, enfin, comment évaluer ça? Vous voyez bien, il y a des enfants qui sont pris dans un certain discours et ils ne vont pas consulter tout de suite. Et c'est 10 ans ou 15 ans après qu'arrive la première consultation. Et bien sûr, c'est au décours d'une crise, ou c'est au décours de quelque chose, où il y a eu un événement qui réveille, où il y a, mais, il y a toute l'antériorité qui a amené à ce moment-là. Et donc, et un certain nombre de discours qui ont pu aussi acheminer vers ce moment de crise. Donc, je trouve qu'il est extrêmement difficile, et on peut parler des effets immédiats, mais des effets, sous-marins, hein, des effets qui perlaborent, mais dans le sens inverse du terme de perlaboration, c'est-à-dire qui diffusent insidieusement et qui modifient notre rapport subjectif à l'autre. Ben il faut qu'on soit là, je crois, il faut continuer à être là et à questionner ça constamment. Dans l'avenir, sûrement, bien évidemment, on parlait de toutes les pathologies phobiques, du repli, hein, que je vois aussi beaucoup en ce moment. Et ça, c'était prévisible avec l'ambiance sociétale du repli sur soi, du danger de l'extérieur et toutes les possibilités technologiques de tout avoir chez soi sans sortir. C'est évident que là, les adolescents, il y a plus de troubles anxiophobiques. Moi, je trouve qu'il y a en quantité, il y a beaucoup de demandes en ce moment. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que c'est peut-être juste un rattrapage de toutes les demandes qui ne sont pas faites depuis 6 mois? Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça, que c'est les consultations qui n'ont pas eu lieu. Et puis cet été, tout le monde voulait penser à autre chose et à pas demander de rendez-vous. Et à un moment donné, quelqu'un demandait, je crois que c'était Noémie qui est partie, s'il y avait plus de pathologies pendant le confinement, mais j'entendais pas bien à un moment donné, donc je suis pas sûre qu'elle demandait ça.
Alors, dans ma clinique avec les enfants petits, donc pas avec les adolescents, mais les enfants petits qui ont un trouble du développement, que je suis aussi, pendant le confinement avec l'arrêt de toutes les autres thérapeutiques qu'ils ont pu avoir, comme les hôpitaux de jour, l'orthophonie, psychomotricité, comme à un moment donné, tout ça s'est interrompu. Je voulais partager ça avec vous. J'ai beaucoup prescrit de médicaments, en tout cas plus que d'habitude, de neuroleptiques de manière temporaire aux enfants petits pendant la période de mars, avril, mai. Et heureusement, quand l'école a repris, on a pu diminuer les doses, voire arrêter, mais j'ai l'impression que, ou alors c'est un biais, mais que j'ai beaucoup initié de traitements ou augmenté des posologies. Pour des enfants avec troubles du développement, souvent qui ont eu une interruption des prises en charge pluridisciplinaires et de l'école qui les étaye énormément. Un petit mot, oui, pour dire effectivement que au sein de l'exercice d'infirmière en promotion de la santé et pour être en lien avec les professionnels, il est éducateur essentiellement. Il est effectivement notable qu'il y a eu une majoration des addictions. Ça, c'est sûr. Même pendant le confinement, hein, les jeunes se sont donné les moyens d'aller chercher leurs substances. Beaucoup d'entre eux n'ont pas vécu le confinement de manière mauvaise, dans le sens où effectivement ça correspondait un petit peu à cette volonté à être en repli et être bien entre eux, essentiellement dans les foyers. Cela n'empêche qu'ils sortaient quand même beaucoup, sans forcément, avec des masques dans la poche, mais sans forcément les porter sur eux. Et puis effectivement, à part les addictions, il n'y a pas eu d'augmentation particulière de symptômes, ou pas de symptômes, mais en tout cas de syndromes angoissants. Voilà. Donc moi, c'est en posant cette question, effectivement, je voulais savoir si au sein de la MDA et au niveau du libéral, vous aviez noté quelque chose d'assez exponentiel dans la reprise des consultations par rapport à ces items, quoi. Du côté des addictions, par contre, ce que rapportent les psychiatres d'adultes, c'est qu'effectivement, il y a eu une période pendant le confinement de tension assez importante parce qu'un certain nombre de produits n'étaient plus disponibles et ils ont eu notamment quelques situations de patients qui sont décédés aussi. Ah oui. Donc, peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout pu repérer dans nos populations adolescentes, mais visiblement, les psychiatres d'adultes addictologues, ça a été très compliqué, surtout pour les populations qui consommaient et qui étaient dans une situation de précarité importante, avec au début la fermeture de certaines structures, certaines personnes se sont retrouvées vraiment à la rue. Donc, il y a eu quand même des grandes difficultés. Mais je ne pourrais pas en dire plus parce que je n'ai pas beaucoup plus d'éléments, mais on en avait discuté en bureau de pôle et il y avait eu des inquiétudes assez grandes par rapport à ça. Alors, s'il n'y a pas trop d'autres questions, peut-être on va essayer de conclure un petit peu. Hein. Je ne sais pas si on va réussir tant que ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. À mon avis, qui ont permis, on va chacun en dire un mot, je crois, hein, mais qui a permis quand même de montrer que toute l'importance que ces téléentretiens, pour dire les choses au sens large, hein, parce que finalement on dit téléconsultation, parce que là c'était un peu une réunion médicale un peu, mais c'était dans l'idée d'ouvrir ça et que beaucoup de professionnels hors consultation ont mené des entretiens. Hein. Mais l'idée, c'était que ce qui pouvait se discuter comme ça à partir de la clinique pouvait être tout à fait aussi être pertinent dans d'autres champs. Mais donc, les téléentretiens, de manière générale, ont évidemment une place importante et leurs limites. J'ai tendance assez vite à dire les choses un peu comme ça. C'est bien, mais c'est pas la panacée. Pour le moment, je dirais que je reste un peu sur cette ligne-là.
en disant que voilà, ça va faire partie de notre arsenal, de notre boîte à outils, mais situé à une place parmi d'autres outils que, comme je le disais tout à l'heure, que peuvent être un peu l'écrit, etc., mais que fondamentalement, la présence et l'échange beaucoup plus pluriel et incarné d'une consultation, je dirais, dit classique, restera pertinent. Après, la réalité fera qu'on pourra s'appuyer à tel et tel moment et pour telle et telle raison, à mon avis, de ce genre d'outils, comme au même titre que à l'avenir, l'utilisation du numérique, comme on le fait là, qu'on le développe pas mal à la MDA, à travers les réseaux sociaux, une présence sur les réseaux sociaux, une présence, une disponibilité aussi sur les réseaux sociaux est aussi tout à fait importante et se développe. Et on pourrait imaginer que dans quelques années, chaque professionnel, à part quelques dinosaures, chaque professionnel tiendra compte de cette possibilité d'être interpellé, d'être aussi donc possiblement alerté, ou pas seulement alerté, mais tout simplement contacté et échanger avec ces outils-là. Donc pour le moment, voilà, finalement, c'est un peu à l'image de l'époque quand il y a quand même des bouleversements assez rapides comme ça qui se font. Je pense à la question de la famille aussi, quand même le cadre familial classique qui a été bougé quand même très fortement. Il y a d'autres choses comme ça qui se bougent, qui bougent très vite. Et on n'est pas obligé de se précipiter et courir très vite non plus. Mais en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. On peut très bien être quand même à l'écoute de ces nouvelles façons de faire, d'essayer d'être créatif, mais tout en essayant de maintenir un cadre de travail qui respecte certains fondements et notamment la parole de chacun, la confidentialité, etc., différents éléments qui ont pu être abordés là. Donc je trouve voilà, que c'est trop tôt pour dire quelle place on va accorder à l'avenir à ces pratiques-là, mais je suis assez convaincu qu'il y en aura une. Et je suis aussi tout à fait convaincu qu'il faut, je vous le disais en introduction, sur cette histoire par exemple de l'interprétariat, là c'est là maintenant qu'il faut étayer et convaincre les décideurs, donc notamment l'ARS, que c'est pas possible de travailler qu'au téléphone, mais là, pour le moment, c'est pour 2021, le financement, c'était un financement pour le téléphone, pour l'interprétariat, vous voyez, donc on est dans des choses très concrètes et dans l'ici et maintenant, de pouvoir un peu étayer les limites aussi de tout ça. Voilà. Non, je vais pas conclure, mais je vais continuer, je pense, à pratiquer les téléconsultations. C'est quelque chose que je continue même après le confinement, bien sûr dans des proportions moindres, mais je continue l'expérience. J'espère qu'on pourra refaire dans un cadre et on verra comment ça se passe quand il y aura plus de nécessité, on va dire, sanitaire, quoi, quand ça va être dans une autre ambiance aussi. On verra quelle place ça prendra. Voilà, pour l'instant, c'est beaucoup pour des étudiants, enfin des gens qui sont loin géographiquement en fait. J'ai pu garder le lien avec des personnes qui géographiquement sont éloignées et un contact est possible. Donc ça, je suis vraiment contente d'avoir installé le système et de m'être lancée là-dedans pour garder le lien, voilà, avec des personnes qui s'éloignent. J'avais pas pensé le faire et là, je l'utilise beaucoup. Oui. Donc là, je pense que
On est clairement dans des dispositifs. On n'est pas au Canada, mais cette question de la géographie, de la distance réelle joue et que voilà, je crois qu'on va avoir tous ces situations cliniques, notamment chez les étudiants qui sont amenés à bouger. Moi, j'ai vu comme ça quelques étudiants qui sont pendant l'été retournés chez eux et que c'était difficile, quoi, et que ça a été bien de pouvoir continuer à aller voir. Et voilà. Donc, c'est autour de cette question de la continuité, d'assurer une continuité, quelque chose. Je trouve que ça fait partie des indications de ces téléconsultations, par exemple, on pourrait dire. Et en psychiatrie de l'enfant, j'utilise aussi ce support-là. Du coup, avec les parents, comme je ne suis pas dans un lien, enfin, si bien sûr, il y a un lien psychothérapique avec les parents, mais pas comme avec l'enfant. Du coup, avec les parents, des fois, on se voit en visio, pas pour faire une consulte, enfin, pas pour faire un entretien psychothérapique, mais pour des échanges d'informations concrètes, dans un but informatif, pour rédiger un document. Vous voyez, des choses très concrètes, quoi. Ça, c'est très pratique, je trouve. Pour des informations, voilà, concrètes, formelles. Bon, il y a une dernière question, mais je pense qu'on y a. J'ai trouvé qu'on avait tenté d'y répondre. Avez-vous déjà formalisé un cadre de consultation? C'était il me semble, c'est un peu ça qu'on a essayé de discuter, c'est-à-dire en quoi on peut, moi je dirais comme ça, assurer une certaine, adapter un peu, pas adapter le cadre, mais d'essayer de se rapprocher le plus possible de notre cadre de travail et d'assurer une façon une continuité dans ce cadre de travail, que ce soit en termes de pouvoir s'entendre, évidemment. Donc, il faut avoir des outils numériques adaptés. On n'a pas du tout abordé des questions de confidentialité liées à la technique et qui sont des vrais problèmes, mais moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça. Mais évidemment que la question de la confidentialité pose problème dès qu'on est comme ça via le réseau. Donc ça sera à préciser. Sans doute à l'avenir, ça sera quelque chose qui sera un peu plus cadré parce qu'on est dans des enjeux de secret médical, etc. Et donc là, tout le monde a fait un peu comme il pouvait. Mais j'imagine assez facilement que petit à petit, on nous demandera de travailler plutôt dans un cadre beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus clairement sécurisé. Et là, pour le moment, ça ne me paraît pas suffisamment clair. Par contre, pour ce qui est d'autres cadres de l'adaptation en termes d'horaire, etc., je crois qu'on en a déjà pas mal parlé. Je ne pense pas qu'on va reprendre ça. Voilà, écoutez, merci. Je remercie aussi ceux qui sont déjà un petit peu partis. Mais c'était bien d'avoir pu réunir comme ça de différents praticiens. On verra comment évolue cette affaire, mais s'il faut refaire un deuxième épisode à distance pour voir un peu comment les choses ont évolué, ça pourrait être intéressant. Et entre-temps, de toute façon, je pense que beaucoup de personnes s'y mettent un peu à échanger sur cette pratique et qu'il va y avoir des informations plus concrètes et plus formelles et formalisées de ce cadre de pratique. Bon, merci à tout le monde, bon appétit et puis à une prochaine.